Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la saison 2 de The White Lotus. Donc The White Lotus, moi c'est une série que j'ai découvert l'année dernière, je crois vers fin 2022, après les Emmy. Voilà, j'ai vu que ça avait eu pas mal de nominations aux Emmy, que ça en parlait pas mal. Donc j'ai décidé de regarder à ce moment-là. J'avoue qu'avant ça, j'avais jamais entendu parler de la série. Donc c'est vraiment une découverte pour moi et j'avais vraiment bien apprécié. Honnêtement, je trouvais que la première saison était vraiment très particulière, très unique. Il y avait vraiment une atmosphère à la série. Il n'y a pas vraiment d'autres séries qui lui ressemblent. Donc évidemment, j'avais envie de regarder la saison 2. Mais quand la saison 2 est sortie, j'ai quand même mis un petit peu de temps avant de la regarder. Même si j'ai fini par la regarder, hein, elle était dans ma liste, c'était sûr que j'allais la regarder. Mais voilà, j'hésitais un petit peu parce que je me disais, bah, j'ai un peu vu tout ce que j'avais à voir après la saison 1. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre pour la saison 2. Et ça me motivait pas forcément à regarder la série. Même si j'avais beaucoup apprécié la saison 1. Et dès que j'ai commencé, j'avoue que j'ai été hyper surpris. Déjà parce que le casting de la saison 2 est pas du tout le même que dans la saison 1, c'est-à-dire qu'il y a juste deux personnages je crois qui reviennent, donc le personnage de Tanya qui est un personnage que j'ai vraiment adoré dans la saison 1, donc j'étais vraiment content de le voir dans la saison 2, et donc son mari, je crois qu'il s'appelle Greg, voilà, c'est vraiment les deux personnages qui étaient déjà présents dans la saison 1 qui reviennent dans la saison 2, mais à part ces deux personnages là, bah, tous les autres personnages en fait c'est des nouveaux personnages, mais on sent quand même que la patte de The White Lotus reste derrière. En fait, l'intrigue, c'est pas du tout la même, hein, c'est une intrigue totalement différente. Du coup, il n'y a pas les mêmes. Enfin, il y a quelques personnages, il y a juste deux personnages récurrents, mais tout le reste, c'est d'autres personnages, donc l'intrigue est totalement différente. Mais on sent quand même que c'est les mêmes ressorts qui sont utilisés, même si c'est pas redondant du tout, hein, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer, mais c'est quand même un peu le même pitch de départ, c'est-à-dire qu'on a des riches qui arrivent comme ça dans un endroit luxueux, donc cette fois-ci c'est pas Hawaï, donc Hawaï c'était pour la saison 1, là c'est en Sicile, donc en Italie, dans un décor mais vraiment idyllique, super, des paysages pardon, vraiment magnifiques, voilà, des personnages hauts en couleur pour la plupart, assez riches, hein, comme j'ai pu le dire, et donc ça va un petit peu se moquer, enfin pas se moquer, mais montrer comment les riches peuvent considérer les autres classes sociales. Voilà, ça se moque un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment une moquerie, mais ça dépeint un petit peu une vision que que les showrunners avaient de comment les riches voient les autres classes sociales. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours très gentil vis-à-vis des autres. Enfin, voilà, on voit vraiment des riches qui sont très égocentriques, qui ne jurent que par l'argent, que par le pouvoir, qui ont vraiment toujours envie d'avoir plus, de montrer qu'ils ont de l'argent, de montrer qu'ils sont plus que les autres tout le temps. Et voilà, c'est un petit peu ce qui ressort de tous les personnages, c'est un petit peu ça, cet égocentrisme. Et voilà, donc il y a plusieurs groupes de personnages, comme dans la première saison, il y avait différents groupes de personnages, là c'est la même chose. Donc il y a une famille, la famille Di Grasso, donc ils sont entre mecs, c'est donc je crois le grand-père, le père et le fils. Donc il faut savoir que le père déjà a tromper sa femme, et donc sa femme et sa fille ne veulent pas venir avec lui en vacances, normal, et son fils ne cautionne pas du tout non plus ce qu'il a fait, mais il essaye quand même de venir pour essayer d'apaiser les choses entre le père et la mère, même si voilà, ça va se révéler assez compliqué au fil de la série, mais voilà, et puis le grand-père qui vient avec eux, lui c'est plutôt un pervers, enfin vraiment c'est un personnage assez dégueulasse, c'est vraiment le triplé, enfin ce groupe là est vraiment assez particulier parce que autant le père on le voit pas forcément beaucoup, on le voit un petit peu dans la façon qu'il va essayer de reconquérir un peu sa femme, même si c'est très maladroit et c'est vraiment un peu voilà bancal, on le voit pas forcément énormément, on voit beaucoup plus le fils, lui on le voit pas mal à l'écran parce qu'il a aussi, en fait tous les groupes de personnages ont une histoire liée avec les autres groupes de personnages, et c'est en ça que c'est assez bien écrit, et donc du coup le fils lui il est beaucoup plus en lien avec les autres personnages, donc on le voit beaucoup plus dans la saison 2, voilà, donc c'est un peu ce groupe là qui est, bon, je dirais pas non plus central parce que tous les groupes sont un petit peu centraux, mais le personnage du fils est vraiment présent dans pas mal d'intrigues, on le voit dans pas mal avec pas mal d'autres personnages, d'autres groupes. Donc voilà, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe c'est donc Ethan et Harper qui forment un couple. Ethan a plutôt pas mal réussi, je crois que c'est dans la tech, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc il est plutôt riche, il avait... Je sais plus s'il a sa propre entreprise ou s'il est cofondateur de quelque chose. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Il a très très bien réussi. Donc voilà, il est plutôt riche. Mais lui, il a commencé vraiment de très très bas. Donc lui, il est pas vieux. Hein, il a peut-être la trentaine, 30-35 ans à peu près. Mais
il a connu un petit peu, pas la pauvreté, mais voilà, il a pas été riche toute sa vie. Et pour ses vacances, il va décider d'inviter Cameron, donc un ami de lycée à lui, qui, lui, en revanche, a toujours été riche, toujours été vraiment très à l'aise financièrement, et ça se voit dans la différence entre Ethan et Cameron. Et d'ailleurs, le personnage donc de Harper, qui est la femme de Ethan, va avoir beaucoup de mal avec Cameron. Donc Cameron, c'est l'ami de Ethan, Harper, c'est la femme de Ethan, enfin la petite amie de Ethan, et Harper et Cameron vont avoir pas mal de difficultés à rentrer en communication tous les deux, ils vont se détester, donc ça va promettre des vacances assez explosives entre les deux couples. Donc Cameron et Daphné donc forment un couple, et Ethan et Harper forment un autre couple, et les deux, enfin Harper ne s'entend pas du tout avec le couple d'amis de Ethan, donc voilà, ils sont toujours un petit peu en train d'essayer pas de se battre, mais il s'envoie un petit peu des pics, surtout Harper qui envoie un peu des pics, parce que Cameron a une façon de voir les autres et les classes sociales inférieures, il a vraiment cette façon de les voir comme de la merde en fait, il les considère vraiment comme des moins que rien, et il ne jure que par l'argent et que par la réussite, et il est très 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 extraverti, il a aucune honte, aucune gêne, et ça va beaucoup gêner Harper qui elle est beaucoup plus réservée, qui a beaucoup plus de mal, et on sent vraiment la différence entre ces deux personnages là, entre Cameron et Harper. Et à côté de ça il y a Daphné, donc qui est la petite amie de Cameron, qui elle va toujours essayer d'arrondir les angles, mais qui est présentée un petit peu comme un personnage nunuche, en tout cas qui s'écrase face à Cameron, et c'est vraiment dommage, parce que d'un côté c'est intéressant dans le développement du personnage parce que ça montre vraiment à quel point Cameron est un peu une merde, hein, voilà. Mais d'un autre côté, ça aurait été aussi intéressant, je trouve, d'avoir un personnage qui réponde comme ça à Cameron. Voilà, c'est pas ce qu'ils ont choisi de faire. En tout cas, ils ont choisi de montrer Harper comme le personnage qui se montre face à Cameron, et Daphné et Ethan qui eux essayent toujours un petit peu plus d'arrondir les angles, de faire en sorte que tout le monde passe de bonnes vacances. Voilà, donc c'est un petit peu l'intrigue pour ce couple-là. Et bien sûr, toute l'intrigue va être liée aussi avec les autres groupes. Donc comme autre groupe, si on peut parler comme ça, c'est pas vraiment des vacanciers de l'hôtel, mais c'est plus deux filles, c'est Mia et Lucia, je crois qu'elles s'appellent. Elles sont vraiment géniales, vraiment c'est un peu des comic relief, mais pas vraiment en fait. C'est pas vraiment que ça fait rire, mais ça permet de sortir un peu de l'intrigue toujours tournée autour de la réussite, de l'argent, tout ça. Elles sont là juste pour essayer de soutirer le maximum d'argent aux riches qui sont venus à l'hôtel. Donc ça crée des situations pas forcément drôles, mais où nous en tant que spectateurs, on sait qu'elles sont là pour tirer l'argent des autres, et en même temps les riches ils se laissent complètement berner, ils sont là, ils croient vraiment à tout ce qu'on leur dit. Enfin, c'est vraiment un petit peu niais dans certaines scènes, mais c'est en même temps assez drôle de les voir comme ça, Lucia et Mia évoluer, toujours être un peu filoute, enfin toujours essayer voilà tous les coups possibles et imaginables. Voilà, elles essaient tout le temps de s'infiltrer dans les chambres d'hôtel, essayer de voler un petit peu quand elles peuvent. Enfin voilà, c'est vraiment des personnages sympas. Pas forcément sympas quand on est en vacances, mais je veux dire c'est des personnages qui donnent un peu un autre ton à la série par moment, et franchement c'est intéressant d'avoir ça. Et puis donc il y a le groupe du personnage principal, le personnage de Tanya. Tanya c'est le personnage donc qui revient, qui était déjà là en saison 1 et qui est là en saison 2 et qui est toujours génialissime. Moi ça reste toujours mon personnage préféré, vraiment. C'est incarné par Jennifer Coolidge, ou Coolidge, je sais pas trop comment on prononce, mais vraiment elle est exceptionnelle dans ce rôle, elle est génialissime. Moi je l'adore vraiment, j'adore Tanya. C'est vraiment un personnage qui manque mais cruellement d'attention, qui manque cruellement d'affection, et qui a toujours besoin de se sentir rassurée, toujours besoin de savoir qu'on l'aime, qu'on est là pour elle tout le temps, et elle va en croire du coup tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui lui montre mais un tantinet d'affection, mais alors là, elle va en faire mais une montagne absolue, elle va s'imaginer des choses pas possibles, et donc ça la met toujours dans des situations mais rocambolesques. Elle a toujours vraiment le chic de se mettre dans des situations pas possibles, et la façon dont elle joue le personnage, mais c'est juste trop drôle. Elle est vraiment toujours un peu pataude, un peu... Enfin, elle sait pas trop comment réagir, et en même temps, par moments, elle surréagit. Des fois, elle réagit pas du tout. Des fois, elle surréagit. Enfin, c'est vraiment trop drôle. Et là, cette fois-ci, elle est accompagnée de Portia, je crois qu'elle s'appelle. Donc, disons son acolyte, un peu celle qui va gérer ses affaires à côté, parce qu'elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec elle. Donc elle a, on va dire un peu une assistante, on va dire ça comme ça. Et elle est accompagnée donc de Portia, son assistante, et de Greg, donc son petit ami qu'elle s'est faite fin de la saison 1. Donc voilà, donc Greg avait envie de venir, mais le souci c'est que Greg et Portia, enfin Greg ne supporte pas Portia, parce que voilà, Portia,
Greg la considère un peu comme une parvenue, comme une profiteuse, voilà. Et donc Greg et Portia ne s'entendent pas très bien. Donc Tanya va demander à Portia de rester vraiment à l'écart. Et ça va être très compliqué pour Portia parce qu'à la fois il va falloir qu'elle reste à l'écart, mais en même temps, dès que Tanya a besoin de quelque chose, il faut qu'elle soit là. Donc c'est vraiment des situations assez drôles. Je trouve que le personnage de Portia est vraiment hyper intéressant parce que il va servir un petit peu de lien entre Tanya et les autres groupes, notamment à travers le personnage du fils d'Yggdrasil. Voilà, c'est un petit peu Portia qui va servir d'intermédiaire pour lier ces deux groupes-là ensemble. Et je trouve que l'histoire entre le fils d'Yggdrasil et Portia est vraiment intéressante. Je trouve que c'est bien tourné. C'est une petite histoire d'amourette, mais vraiment plutôt bien tourné. Franchement, je trouve que c'est voilà, c'est des personnages vraiment intéressants, en tout cas que moi j'ai plutôt apprécié. Voilà, donc c'est un petit peu les groupes principaux qu'il va y avoir dans l'hôtel. Et comme la dernière fois dans l'hôtel précédent, on avait le directeur de l'hôtel qui était vraiment un personnage à part entière, qui est vraiment un personnage important de la saison 1. Là, on a également Valentina, donc qui est la réceptionniste, la directrice de l'hôtel, et qui est vraiment un super personnage. Super, pas forcément très appréciable, pas forcément très agréable, mais un personnage qui, je trouve, comme pour le personnage comme pour le directeur de l'hôtel de la saison 1, c'est vraiment exactement pareil. C'est vraiment un personnage, je sais pas vraiment comment le décrire, mais j'adore son intrigue, j'adore comment il est construit. J'aime beaucoup ce côté très piquant qu'elle a. Elle est un peu voilà, elle est un peu une dictatrice en fait, c'est-à-dire qu'elle veut que les choses soient faites à sa manière et pas d'une autre, et elle n'entend pas du tout les autres façons. Enfin, elle n'écoute pas du tout enfin si, elle écoute quand même les remarques que les autres peuvent lui faire, mais elle en fait un peu qu'à sa tête, et elle va sentir une petite approche, elle va tenter une petite approche avec un autre membre du personnel de l'hôtel, et ça va créer une intrigue assez intéressante. Enfin, en tout cas, moi je la trouve vraiment intéressante dans sa construction. Ça amplifie un petit peu, ça rajoute, ça grossit un petit peu l'intrigue générale en proposant quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu sur le côté. Et donc voilà. Et donc chaque personnage comme ça, chaque groupe de personnages a ses propres intrigues, et ces intrigues-là vont toutes mener vers un point fatidique, vers la fin de la saison, où en fait dès le début, comme pour la saison 1, en fait dès le début de la saison 2, on apprend qu'il y a un personnage qui meurt, mais on ne sait pas qui c'est, et on revient un petit peu sur ce qui s'est passé auparavant pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là, et au fur et à mesure de l'évolution de chaque intrigue, on en vient à se dire que, en fait, on en vient à un point vraiment fatidique où chaque personnage peut se retrouver être celui qui est mort, et peut se retrouver être celui qui a tué en fait. Donc on sait pas jusqu'à la fin, vraiment on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, on ne sait pas qui est la victime, on ne sait pas qui est le coupable, et c'est en ça que c'est vraiment, mais vraiment bien écrit franchement. Ça vaut vraiment le détour, il faut vraiment voir The White Lotus parce que la façon dont l'intrigue est construite est vraiment hyper intéressante, c'est-à-dire qu'on s'en doute pas du tout, mais on sent petit à petit que ça approche vers le moment fatidique, et on arrive à ce moment fatidique où toutes les intrigues pourraient mener à la mort du personnage d'un des groupes, ou le fait qu'un des personnages d'un groupe en a tué un autre en fait, et ça pourrait être tout le monde et n'importe qui. Donc évidemment je ne vais pas vous spoiler la fin, mais voilà, c'est comme ça qu'avance un petit peu The White Lotus. Voilà, donc c'est des saisons uniques, vraiment des saisons qui se regardent en intégralité mais qui ne se suivent pas, c'est-à-dire que la saison 1 est indépendante de la saison 2, et franchement c'est très bien réussi. Si vous avez apprécié la saison 1, c'est sûr que vous allez apprécier la saison 2. Si vous n'avez pas apprécié la saison 1, bon, il y a quand même moins de chances que vous appréciez la saison 2, mais regardez quand même parce que l'intrigue est un peu construite différemment, et je trouve que d'ailleurs la fin est mieux amenée que dans la saison 1. Franchement, c'est plus intéressant, je trouve, la fin, la façon dont elle est amenée. Je trouve que voilà, c'est plus intéressant que dans la saison 1, c'est mieux construit, on dirait en tout cas. Et donc voilà, donc pour moi, The White Lotus, c'est vraiment une super franchise. C'est des séries HBO, donc toujours de la qualité, voilà, l'image est magnifique, les paysages sont vraiment mais splendides, on est vraiment dans un décor idyllique en Sicile, c'est magnifique, vraiment, ça nous dépayse totalement, et puis l'ambiance qu'il y a avec ces personnages qui sont à la fois très humains, très très bien, enfin je veux dire, la description qui est faite de ces personnages rentre vraiment en détail dans la psychologie, et c'est vraiment intéressant, ça en fait des personnages très humains en fait, auxquels pas forcément on s'attache, mais qu'on a envie de suivre en fait au fil de leurs aventures, qu'on a envie de suivre dans les intrigues, et voilà, moi c'est une super série que je vous recommande. Voilà, donc The White Lotus saison 2, je ne sais pas si vous avez regardé cette série, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!